Yeah, OK. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette introduction. C'est vraiment l'article, ça va former vraiment la dernière partie de mon propos. Aujourd'hui, je vais plutôt me centrer sur les sources en ancien norrois, aussi en latin. Sur des sources scandinaves pour regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre par là. Donc, c'est un plaisir pour moi que de pouvoir vous parler ce soir des héros, héroïnes germaniques queer du Moyen-Âge. Je vous propose de vous plonger avec moi dans les quarantaines de prochaines minutes sur la question du genre et de la non-binarité dans la représentation des guerrières et des guerriers, des héros et des héroïnes germaniques dans les sources littéraires, historiques et dans les recherches archéologiques de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Mon propos est de dégager deux axes argumentatoires principaux. D'une part, je vais arguer à l'encontre d'aucuns comme Jeffrey J. Cohen, pour qui le héros représente une forme d'hypermasculinité, que l'héroïsme germanique tend parfois à rendre son ou sa protagoniste queer dans les sources en ancien norrois, et que l'héroïsme chrétien des sources anglo-saxonnes en ancien anglais le fait presque de facto. Le héros chrétien en ancien anglais est un héros queer. De manière incidente, je vais aussi mettre en avant le fait que le queer is in the eye of the beholder. En d'autres mots, la non-binarité et d'autres aspects queer qui sont souvent invisibles, surtout dans l'archéologie, comme je vais le démontrer, jusqu'au moment où l'on s'interroge à cela, moment dès lequel le queer est partout. Voilà. Donc, je pense qu'il est important de commencer par situer mon propos géographiquement et historiquement, parce que souvent, les notions de haut Moyen-Âge, de germanique et de queer, par exemple, peuvent être des notions qu'on connaît, où on a l'impression qu'on a une idée de exactement ce que ça veut dire, mais c'est toujours bien que je vous offre un petit peu ce dont je vais parler. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par héros germanique du Moyen-Âge? Donc, je vais parler de deux développements. On a passé, je ne sais pas combien de temps. Voilà. Je vais parler de deux développements spécifiques des peuples germaniques à un groupe ethno-linguistique indo-européen d'Europe du Nord, caractérisé par l'usage d'une langue germanique. Dans ce cas-ci, d'un côté, les peuples scandinaves durant l'âge viking, donc l'âge viking environ de la fin du 8e siècle après Jésus-Christ jusqu'au 11e siècle, dont la littérature qui commence à se développer seulement à la fin de cet âge avec l'adoption du christianisme tend à se concentrer sur le passé encore païen d'un âge viking déjà bien éloigné. Et de l'autre, les peuples germaniques du Nord qui se sont établis en Angleterre, les Angles et les Saxons, les anglo-saxons, qui se sont établis en Angleterre durant une période de migration au 5e siècle et dont les poèmes héroïques tendent à se focaliser soit sur la période pré-migratoire continentale, soit sur des événements bibliques ou hagiographiques qui sont aussi bien éloignés dans le temps. Donc, ce que je me propose de montrer, c'est des sources littéraires scandinaves et en ancien anglais qui ont toujours un regard vraiment vers le passé, qui nous racontent en fait des histoires qui sont déjà presque légendes. Pour exemple, Beowulf, qui est un des textes les plus importants en ancien anglais, le poème épique le plus réputé, ne mentionne que des Danois et d'autres tribus scandinaves païennes du continent et reflète au moyen d'un narrateur chrétien le passé germanique païen des anglo-saxons sur le continent, donc avant leur migration en Angleterre. L'Angleterre est d'ailleurs jamais mentionnée dans ce poème de plus de 3000 lignes. Donc, à part des informations que l'on peut glaner par l'archéologie, qui représente la vie durant la fin de l'Antiquité au Haut Moyen-Âge, nous allons plutôt parler de l'héroïsme comme il est vu dans l'imaginaire dans ces textes plus tardifs. Maintenant, quid de l'héroïsme? Qu'est-ce qu'un héros?
Alors, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, mais ce terme est bien entendu dépendant de la période, de la géographie et du genre. Le héros grec ancien, typiquement le produit de l'union d'un dieu et d'un mortel, ou d'une mortelle plus souvent, comme Ajax ou Héraclès, a très peu à voir avec l'un des chevaliers de la table ronde ou avec les super-héros, presque anti-héros d'aujourd'hui, tels que Batman. De même, il est clair que la notion de héros est genrée. Par exemple, la connotation du terme héros étant très différente à celle évoquée par la notion de héroïne, qui se rapporte plus au roman du 19e qu'aux époques héroïques. Donc, pour faire simple, je parlerai des personnages qui sont représentés avec proéminence dans un contexte littéraire héroïque et ou guerrier, et dont les actions sont considérées comme louables et héroïques par les poètes qui s'en font le relais. Pour la notion de queer, ce concept, comme vous le savez probablement, vient du mot anglais qui, à l'origine, désignait toute chose ou personne bizarre, inhabituelle, et qui était même employé comme insulte pour les homosexuels. Ce mot, comme Anna-Marie Jagosz le relève, a été réapproprié depuis par les personnes queer et par les études genre, et est devenu un terme très utile et plus ou moins générique, plus ou moins un terme parasol, pour désigner toute fluidité, toute difficulté de détermination, toute élasticité, j'aime bien ce mot, dans la performance ou l'itération du genre, qui ne soit pas hétérosexuel et cisgenre. J'adopte la conception de Caroline Dinshaw, médiéviste et théoricienne du queer, qui comprend les manifestations historiques queer comme des corps qui sont décalés par rapport à leur propre temporalité, de sorte que l'histoire en elle-même et le temps en lui-même se révèlent pleins de potentiel queer. Voilà. Donc, je vais commencer par l'image que j'ai choisie pour le titre de mon PowerPoint, qui est la représentation d'Elmer Boyd Smith de 1902, tirée d'un livre d'histoire norroise et qui représente un moment phare du poème de Thrym, Thrymskvida, dans l'Edda poétique en ancien norrois, manuscrit du XIIIe siècle. Moment où le dieu Thor s'habille en jeune marié, sur les conseils de Loki, c'est toujours sur les conseils de Loki qu'on fait des choses, et qu'on l'on voit ricaner. Je ne sais pas si on le voit ricaner ici. Voilà, le petit Loki. Que l'on voit ricaner sur la droite pour aller récupérer son marteau Mjolnir qui a été volé par le géant Thrymr et que celui-ci ne veut restituer que s'il peut se marier avec Freya. Donc, Loki s'habille en la servante de Thor / Freya et passe pour une femme avec beaucoup plus de facilité que Thor, qui met son géant fiancé en doute sur son genre lorsqu'il boit durant la fête de fiançailles non moins de 3 tonneaux d'hydromel et mange à lui tout seul une vache et 8 saumons. Je trouve cette illustration très représentative, car dans le poème, Thor proteste ce qu'il semble considérer comme une humiliation, s'habiller en femme. Mikmunu azir argankala, ef ek bindasklat brudarlini. Les dieux m'appelleraient homosexuel ou efféminé arga si je me laisse lier par le voile de la mariée. Ce à quoi Loki répond « Tais-toi, Thor, ne parle pas ainsi. Les géants vont vivre en Asgard si ton marteau n'est pas ramené à toi à la maison. » En d'autres mots, Loki ici replace la transformation de Thor en femme dans son contexte héroïque. Si Thor ne récupère pas son marteau avec lequel il protège Asgard des géants, ceux-ci vont envahir, de sorte que ce n'est qu'en devenant femme que Thor peut assurer son rôle héroïque de protecteur d'Asgard. En même temps, on voit ici 2 visions très différentes de l'héroïsme norrois. D'un côté, on a Thor qui possède l'hypermasculinité mentionnée par Cohen et pour qui s'habiller en femme constitue une dégradation, une honte, et de l'autre, la flexibilité queer de Loki pour qui la fin justifie les moyens et qui d'ailleurs n'hésite pas à se transformer en jument pour s'accoupler avec l'étalon d'un géant pour protéger Asgard, qu'il avait d'ailleurs lui-même mis en danger. Voilà. Qu'il avait lui-même mis en danger, donnant ainsi naissance à Sleipnir, le cheval à 8 pattes qui naquit de cette union, qu'il donna à Odin une fois que Kiel aura donné le jour.
Donc cette opposition entre un Thor hyper masculin et un Loki non binaire est, comme vous le devez le savoir, encore représenté dans l'univers des héros Marvel aujourd'hui. Un Loki qui peut se transformer en femme et qui est bisexuel dans la dernière série en date. Thor et Loki, chacun à leur manière, sont donc queer. Mais qu'en est-il sur le terrain archéologique, avant de s'atteler aux sources littéraires? Est-ce anachronique que de penser à des héros ou des guerriers queer durant le Haut Moyen-Âge? Un exemple de trouvaille archéologique est suffisant pour démontrer les difficultés d'une telle question. Comment voit-on le queer dans les fouilles? Et des éléments de réponse possibles. Cet exemple, c'est une tombe à Birka, en Suède. La tombe Birka BJ 581, dont j'ai déjà parlé une fois. Une tombe qui date du premier quart du Xe siècle et qui, quand elle a été découverte à la fin du XIXe, fut tout de suite considérée comme la tombe typique du chef de guerre, la tombe du guerrier on l'appelait, du fait de son appareil archéologique guerrier. On y retrouva en effet la dépouille d'une personne aux côtés de 2 chevaux, dont l'un bridé, de 2 boucliers, une épée, des flèches et même un plateau de jeu qui était souvent, qu'on voit ici. Peut-être vous montrer donc le plateau de jeu. Il est un peu dessous là, hein, il est un peu dessous ici. Et puis ça, c'est des pièces de jeu, of a board game. Et ce genre de plateau de jeu était souvent utilisé dans les tombes et dans l'iconographie pour signifier le génie stratégique d'un guerrier haut placé. En 2017, Neil Price et d'autres chercheurs publient les résultats de leur analyse ostéologique et ADN qui révèlent le sexe féminin de ce guerrier, révélation qui provoque nombreuses réactions et d'une sensationnalisation par les médias. Le chef de guerre viking était une femme. Le grand chef viking était une femme. Des guerrières vikings ont existé, la preuve par la génétique. Voilà. Donc, grosse réaction par les médias, mais aussi un rejet plus ou moins développé de l'information génétique par certains chercheurs, comme Judith Jesch, pourtant une des premières chercheuses à considérer la possibilité de l'existence des femmes guerrières germaniques, ou Fedir Androshuk, un autre médiéviste qui pense qu'il y avait en fait un autre corps, celui d'un homme bien entendu, dans cette tombe qui aurait été perdue depuis. Un argument qu'il avait déjà d'ailleurs annoncé au sujet du bateau funéraire enseveli d'Oseberg, qui contient 2 femmes, mais dans lequel il pense qu'il y avait un homme pour qui ce bateau funéraire était vraiment destiné, et que ces 2 femmes n'ont rien à faire là. Parce que ce bateau est trop luxueux, il y a trop de mobilier intéressant, il est trop intéressant en fait. Donc, personne n'a jamais par contre pensé ou suggéré, et c'est quand même surprenant je pense, la possibilité que cette tombe puisse révéler l'existence d'une personne non binaire tout simplement, d'une personne queer, ce qui est probablement la solution la plus plausible à l'arrangement de cette tombe. Donc une personne qui ne soit en fait ni révélée comme homme, ni révélée comme femme. Pourquoi n'y a-t-on pas pensé ? D'une part parce que dans une culture populaire où on commence enfin à donner une part plus importante aux femmes, donc on a par exemple la représentation de Lagertha dans la série Vikings, quand on commence à donner dans la culture populaire des rôles plus actifs aux femmes, la redécouverte que des femmes guerrières auraient déjà existé il y a plus de 1000 ans est particulièrement séduisante. C'est plus facile de concevoir quelque chose que notre société commence à représenter et accepter. D'autre part, parce que l'identité queer tend à être invisible dans les sources archéologiques si on ne l'y cherche pas. Si on ne l'y cherche pas. De même que le sexe féminin du guerrier de Birka ne fut pas découvert pendant près d'un siècle et demi à cause du fait que l'on ait associé cette tombe à un guerrier, donc on n'a jamais pensé que ce pourrait être une femme, on n'a jamais pensé que cette personne aurait pu être non-binaire. Ceci révèle le problème des sources archéologiques. On va associer un certain mobilier comme une épée
ou un certain habit, comme le port de la robe, avec une performance du genre masculin ou féminin, parce que ces objets sont préconçus comme des attributs féminins ou masculins dans une certaine culture, rendant le queer invisible. Deux petits exemples iconographiques pour illustrer ces difficultés. J'ai déjà mentionné le bateau tombal d'Euseberg avec son riche mobilier contenant les deux corps de femmes et dont Androszczuk s'insurge à penser qu'il avait été conçu pour un homme. Cette tombe contient un rare exemple de tapisserie du IXe siècle qui représente notamment... il va falloir me croire pour les deux prochains slides. Qui représente... donc ça, les deux sont des reconstructions, hein, c'est un peu plus fragmentaire. Mais qui représente en fait une personne avec une robe, tenant une lance sur le gros cheval blanc. Voilà. Donc, on a en fait deux indications. Si on pense à ce que je viens de dire, qu'une épée, par exemple, ou une lance pourrait associer plutôt à la masculinité et la robe plutôt à la féminité, on a ici en fait des informations contradictoires ou queer, puisque pour les historiens de l'art, donc on a une représentation masculine et une représentation féminine en même temps. Et voilà. Et cette représentation est donc queer, même si elle a été utilisée par d'aucuns comme Jesch dans leur discussion de femmes guerrières germaniques. Si l'on accepte que l'iconographie associait toujours, durant l'âge viking, la féminité à la robe, comment représenter la personne queer de la tombe de Birka qui ne portait pas de robe? Et d'ailleurs, en fait, on verra juste après, monter à cheval avec une robe, comme on peut le voir ici, c'est un peu difficile. Il faut un petit peu le représenter un peu plus haut. Et donc, en fait, souvent, l'attribut féminin peut être enlevé parce que simplement, pour monter à cheval, c'est plus simple de porter des pantalons comme l'individu de la tombe de Birka. Donc, l'identité queer deviendrait invisible. Comment signifier qui elle était queer? Donc, j'aimerais proposer ici que toute iconographie qu'on a, parce qu'en fait, la discussion chez les historiens de l'art, la discussion chez les archéologues, c'est est-ce une femme, est-ce un homme? Mais la discussion n'est jamais, peut-être c'est aucun des deux. Voilà. Et donc, j'aimerais proposer ici que toute iconographie qui cumule, comme ici, au moins deux attributs qui soient contradictoires, a probablement aussi une raison d'être et que peut-être dans une certaine culture, elle peut se référer à une représentation queer. De manière similaire, nous avons ici, de nouveau, il va falloir me faire confiance, cet ornement de Tissø au Danemark qui représente une figure à cheval, comme on voit ici. Figure à cheval en pantalon, hein, celle-là. On voit bien le pantalon, on voit le bouclier, on voit ici l'épée qui est tenue par la main, et ici une lance qui passe sous, qui ne devait pas être très agréable, passe sous le pantalon. Mais on voit aussi, et ça c'est là où il va falloir me faire confiance, ce petit nœud dans les cheveux, il faut me faire confiance que c'est des cheveux, qui la plupart du temps, en fait, dans l'iconographie de la période, représente ou signifie le féminin. Voilà. On voit aussi qu'on a le plateau de jeu ici, qu'on avait, le même genre de plateau de jeu qu'on avait dans la tombe de Birka. Donc on a vraiment des représentations, des indications plus ou moins contradictoires sur le genre de cette personne. De même, l'autre figure est en robe, comme on peut le voir ici. Elle a un bouclier et un casque. Donc, on ne sait pas si elle a une petite boucle ou pas, à cause du casque. Voilà. Donc, cette représentation, visiblement pour une fois, je pense intentionnellement queer, a pourtant toujours été interprétée comme pouvant symboliser une valkyrie, ici, en fait, que ce serait peut-être une valkyrie et peut-être la déesse Freya, recevant que ce soit une valkyrie ou la déesse Freya qui recevrait
en fait une Skjaldmøyer, une shield maiden, une femme à bouclier, qui serait représentée ici, en fait. Et que ce serait une représentation de la réception par Freya ou par une Valkyrie d'une femme guerrière au Folkvanger, qui est l'équivalent, en fait, du Valhalla de Odin pour Freya, en fait, qui est le champ de bataille de Freya, où certaines sources nous disent que la moitié des morts qui à la bataille se regroupaient au Folkvanger, au Valhalla. Bien que cette proposition soit intéressante pour la représentation de la femme guerrière et du Folkvanger, parce qu'on entend parler de cet endroit seulement dans les deux Eddas, donc dans l'Edda poétique et dans l'Edda de prose de Snorri Sturluson, de tout le corpus en ancien norrois. Donc il est peut-être intéressant de penser cet ornement comme tout simplement queer. Voilà. Nous avons vu donc les problèmes et les opportunités que nous donnent les sources archéologiques et iconographiques. Qu'en est-il des sources textuelles? Une des premières sources scandinaves sur lesquelles il paraît logique de se pencher lorsqu'on pense à des performances genderqueer est Saxo Grammaticus, qui écrit en latin une histoire des Danois, la geste des Danois, de leurs origines jusqu'à sa période, vers l'an 1200. Donc. Dans cette immense œuvre, très longue, on retrouve, même si rarement, des exemples d'hommes qui s'habillent en femmes, à l'instar de Thor dans le poème de Thrym. Comme Thor, ils le font par stratagème, pour mieux arriver à leur fin. Donc, nous avons par exemple l'exemple de Frodi Ier, le premier de 6, Frodi, qui est un roi danois légendaire et qui échange par exemple ses habits pour ceux d'une de ses femmes guerrières, communément des Skjaldmøyer, des femmes boucliers, pour tromper l'ennemi et gagner une cité fortifiée durant ses conquêtes baltiques. Donc Saxo nous dit de Frodi que, échangeant ses habits avec des petites servantes, il simule être une jeune fille guerrière et ayant déposé son apparence masculine, imitant le féminin, il se dirige vers la ville comme un déserteur. Alors, c'est un peu compliqué déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? La performance queer ici est limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'il il échange ses habits avec des petites servantes, il s'habille en femme guerrière, il prend il prend l'identité du déserteur pour arriver dans cette ville. Et le roi en drague, qui n'est pas à confondre avec le drag king, semble devoir être compris dans un contexte d'inversion de statut social et d'honneur plutôt que seulement de genre. Donc ici, je pense que le queer, Frodi Ier est représenté comme s'échangeant de genre comme ça pour signifier quelque chose d'autre. En fait, on utilise le queer pour d'autres raisons. Souvent, on utilise au Moyen-Âge le genre et la représentation genrée queer pour signifier, pour symboliser d'autres choses, en fait. Souvent, ce n'est pas la chose la plus importante, cette représentation. Ce n'est pas une représentation pour la représentation en elle-même. Donc, ici, Frodi échange ses habits avec des ankylulae, le diminutif de servante, donc des petites servantes, voilà, et il se présente comme une désertrice, inversion de l'honneur et de la bravoure. Donc, il est peu clair comment elle arrive à se représenter comme une femme à bouclier en prenant les habits d'une petite servante. Mais Saxo semble surtout utiliser donc ce queering du genre pour mettre en avant la morale de la fin de cette histoire, qu'il ne faut jamais s'amollir comme une petite femmelette dans les histoires militaires. C'est ce qu'il dit, plus ou moins. Donc, la femme bouclier, comme le déserteur ou les petites servantes, sont des images de personnes qui ne semblent poser aucun danger, et il ne faut jamais sous-estimer les femmelettes aussi. Le seul autre exemple que j'ai trouvé dans les sources norroises d'hommes s'habillant, on voit beaucoup plus de femmes s'habillant en guerriers que d'hommes s'habillant en femmes, comme un peu partout d'ailleurs au Moyen-Âge.
d'Homme s'habillé en femme se trouve à nouveau chez Saxo et évoque aussi la figure de la skjaldmær, de la femme bouclier. Dans le livre 7 de la geste des Danois, durant son récit de l'histoire tragique entre Hagbard et Signe, une sorte de Roméo et Juliette scandinave, Hagbard obtient accès à Signe, dont il vient de tuer tous les frères, en s'habillant en femme bouclier, en prétextant en fait arriver en ambassade auprès du père de Signe. Iel va dormir avec les servantes de Signe, qui lui demandent pourquoi il a le poil si dru aux jambes et les mains aussi calleuses, ce à quoi il répond en un magnifique poème que tout ceci est normal, puisque ses activités guerrières en plein air et en armure en tant que femme bouclier ont changé son corps et l'ont rendu bien plus dur et plus poilu que s'il était resté à filer la laine dans des habits délicats. Ce poème est, selon Karsten Friis Jensen, une conflation à droite de deux passages assez classiques que vous aurez probablement en tête, peut-être en tout cas le premier. D'une part, la description de la femme guerrière Camille dans l'Énéide, et d'autre part, celle de la déesse Géométrie, particulièrement masculine dans les Noces de la philologie et de Mercure de Marcianus Capella. Donc, voilà. Pourquoi s'étonner que ma douce plante de pied devienne dure ou que les poils sur mes jambes velues restent longs, alors que le sable a si souvent gratté la plante de mes pieds et les broussailles m'ont éraflé alors que je marchais. Certaines fois, je parcours la forêt en sautant, d'autres, je cours sur la route, je voyage sur terre et sur mer. Mes seins, qui sont enfermés sous une cotte de mailles et souvent accablés par des lances et des javelots, ne peuvent pas devenir doux au toucher comme les vôtres, vous qui êtes couvertes d'un manteau ou d'une légère robe. Ce ne sont ni la quenouille ou les paniers de laine qui m'ont donné du travail à mes mains, mais plutôt les armes imbibées de sang. Donc ce passage, qui est vraiment plus butlérien que Butler, défend une conception de formation du genre masculin et même du sexe biologique par la répétition de gestes et d'actions socialement perçus comme masculines. Donc c'est une performance vraiment totalement queer, puisque c'est un homme qui s'habille en femme, mais en une femme dont les activités masculines la font devenir un homme. Ce qui revient au même, en fait. C'est un homme qui est un homme, mais c'est une performance particulièrement queer. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Ceci nous renvoie à la figure de la femme bouclier ou de la skjaldmær. Saxo Grammaticus présente nombre de ces femmes boucliers et insiste sur l'aspect queer de ces individus en mettant en exergue le décalage entre sa perception de leur sexe biologique et leur performance genrée. Donc, il mentionne par exemple Visna et Heta, dont les corps féminins avaient été dotés par la nature d'un courage viril, ou encore Lathgerta, première femme de Ragnar Lothbrok, une combattante habile qui portait un tempérament d'homme dans un corps de fille. Ces femmes boucliers, nous explique-t-il, existent... Oh. Ah oui, voilà. Ces femmes existaient... Ces femmes boucliers existaient auparavant au Danemark et rejetaient la délicatesse frivole du genre féminin et se forçaient à agir avec une assurance masculine, si bien qu'on aurait pu croire qu'elles se soient dépouillées de leur féminité, ut foeminas exuisse, donc vraiment ce soit enlevé comme un habit leur féminité. Une représentation queer de quelqu'un dont l'habitus guerrier a en effet enlevé la féminité pour rendre cette personne asexuée. Et cette représentation est par contre clairement utilisée par Saxo Grammaticus et elle est clairement située dans un passé païen, donc autrefois au Danemark. Ce ne sont plus des choses qui se passent maintenant depuis la christianisation du Danemark. Une fois la conversion de la chrétienté effectuée, ces aberrations queer ne réapparaissent pas, de sorte qu'il utilise des individus queer, je pense, comme des autres, comme des personnes l'aidant à représenter la conversion comme un moment de redressement où les hommes reviennent des vrais hommes et les femmes des vraies femmes.
Les Skjaldmeyjar apparaissent néanmoins ailleurs dans le corpus textuel en ancien norrois. Et leur identité genrée est très souvent mise en avant comme particulièrement queer. Kathleen Self argue que ces Skjaldmeyjar constituent une forme de troisième genre, séparée de la binarité masculin-féminin. Et d'ailleurs, en fait, il y a un grand... toutes les études sur l'ancien norrois et sur le genre, en fait, il y a une grande représentation de la conception que le seul genre qui existerait vraiment, par exemple pour Clover, qui propose cela, que le seul genre qui existerait vraiment dans ces textes soit le genre masculin, ce qui est vraiment quelque chose d'assez violent, je dirais, mais qui est en fait maintenant ce avec quoi les chercheurs en ancien norrois travaillent en fait. On travaille sur le fait que on a cette représentation que vraiment il n'y a qu'un genre, celui de l'homme, et que l'aberration c'est la femme, ou l'aberration c'est le queer, l'aberration c'est ce qui n'est pas homme. Donc, un peu problématique, surtout pour mon propos aujourd'hui. Donc, je ne vais pas trop mentionner Clover, mais plutôt Kathleen Self, qui argue justement que ces Skjaldmeyjar constituent un troisième genre séparé de cette binarité masculin-féminin, ce qui équivaut à les considérer comme queer. Mais que, comme pour Frodo le premier et Hagbard, ce moment queer pour Kathleen Self est limité dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles se marient, elles ont tendance à renoncer leur identité queer. Leur virginité est donc conçue comme militante et donc queer, comme un troisième genre, chose qui est la virginité comme un troisième genre a par ailleurs été théorisée par d'autres médiévistes au sujet des vies de saintes, comme par exemple par Sarah Sally. Donc, juste un exemple peut-être de la femme bouclier la plus connue, qui est de loin Brunhilde dans la saga des temps anciens, la Fornaldar saga, la Volsunga saga. Cette Skjaldmar, certaines fois conçue comme une valkyrie, des fois elle est appelée valkyrie, souvent les termes valkyrie et shield maiden sont un peu sont perdus, ou se mixent entre eux. Et c'est ainsi d'ailleurs que Brunhilde est popularisée à l'âge moderne par Wagner comme une valkyrie. Elle apparaît pour la première fois dans la saga des Volsung, endormie et habillée de sa cotte de maille et de son casque, après que le héros Sigurd ait tué le dragon Fafnir et ait traversé un mur de feu pour la rejoindre. Sur conseil du dragon, quand même. Et dans le passage suivant, on voit bien que l'identité queer de femme bouclier de Brunhild lui est violemment retirée lorsqu'elle rencontre Sigurd. Sigurd entra dans le fort, on voit ici, et vit un homme, Mader, là-bas, endormi et allongé, entièrement armé, med ölum hervapnum. D'abord, il lui enleva le casque, Hjalmin, de la tête, et vit que c'était une femme, Oxa atdat varkona. Ici, l'attribut masculin est enlevé et révèle le sexe féminin. Hon var in Brynju, och var svaföst sem hon var i holdgroin. Donc, elle portait une cotte de maille et elle était si serrée qu'elle semblait avoir fusionné avec la chair. Vraiment, l'association, l'identité queer, l'identité guerrière de cette Brunhilde est comme calquée et comme tatouée en fait sur son corps. Elle a carrément fusionné avec sa peau. Brunhild, dont le nom en fait veut dire côte de maille de bataille, hein? Donc déjà son identité elle est assez révélée par ça, a son Brynju, soit sa côte de maille, comme peau, en fait c'est sa propre peau. Sigurd par contre la dépouille de cette identité queer en coupant la côte de maille, non seulement depuis le cou jusqu'en bas, mais aussi le long des deux manches. Donc on a l'impression, ensuite il coupa droit depuis le cou, puis le long des deux manches, et la lame mordit comme si elle coupait du tissu. Donc on a aussi, ce serait peut-être intéressant aussi de voir les métaphores de l'habillement et du déshabillement, du exouissé, de faire que cette côte de maille, c'est comme un tissu en fait qu'on met et qu'on enlève.
mais vraiment, on a cette vision violente de couper cette identité pour passer à autre chose, pour qu'elle puisse se marier avec lui, ce qu'elle ne fait pas. Parce que il a oublié qu'elle existait, parce qu'il a bu une potion. Voilà. Donc, c'est son beau-frère qui va se marier avec elle par la suite. Donc, c'est assez intéressant, et il n'y a qu'un exemple, que d'ailleurs je viens de me rappeler et que j'ai oublié de mettre, il n'y a qu'un exemple de femme bouclier que j'ai pu trouver qui représente cette femme bouclier comme se mariant avec son armure. Et c'est en fait dans cette saga, Orvard Ord saga, c'est représenté comme même ils vécurent heureux même si elle portait même si elle portait son armure durant le mariage. Aussi ouvert à l'interprétation un peu. Nous voyons donc que dans les sources en ancien islandais, les héros et guerriers peuvent se revêtir d'une identité queer, mais que celle-ci, même quand elle leur colle à la peau, est souvent limitée dans le temps, dans le passé païen pour Saxo Grammaticus, et durant un temps limité en général. Donc, qu'en est-il des sources littéraires anglo-saxonnes, plus précisément celles qui ont pour protagonistes des héros-héroïnes bibliques chrétiens-chrétiennes? J'aimerais montrer que les auteurs anglo-saxons tendent à représenter l'héroïsme de leurs protagonistes comme une performance queer, alors que les chercheurs continuent pour la plupart du temps à interpréter cet héroïsme selon des lignes binaires masculin-féminin, selon lesquelles l'héroïsme des hommes chrétiens est accepté sans question, tandis que celui des femmes, même lorsqu'elles font les mêmes gestes, est considéré comme une inversion au féminin d'un héroïsme qui se doit d'être essentiellement masculin. Pour démontrer ceci, j'aimerais comparer deux scènes. La première est le moment où Saint André, dans le poème éponyme Andreas, arrive en Myrmédonie, je crois que c'est ça en français, Myrmédonie, c'est les Myrmidons, cannibales de Myrmédonie, pour sauver l'apôtre Matthieu qui a été emprisonné par les habitants cannibales. Donc André arrive devant la prison où croupit Matthieu. André vit des gardes devant les portes grillagées, 7 en un seul endroit. Right? 7 en un seul endroit. L'exécution les prit tous. Ils tombèrent sans gloire. La mort subite emporta les héros trempés de sang. Alors le saint pria le doux père. Aussitôt, la porte s'ouvrit d'un simple contact de la main de l'hôte saint. Ce qui est pas mal. Ça en jette. Cette scène est représentée comme étant héroïque. Les Myrmidons sont appelés Haleth, des héros, et André est Christus Kempa, juste avant ce passage, le guerrier du Christ, le champion du Christ. Néanmoins, les seules actions d'André dans cette scène est de prier et de mettre sa main sur la porte, quand même. Les deux tournures passives qui rapportent l'exécution des gardes, l'exécution les prit tous et la mort subite emporta les héros, rend l'agent principal de leur mort ambiguë. Et je pense à dessein, en fait. L'auteur, au lieu de représenter, peut-être que c'est Saint André qui, en effet, les tue, que l'exécution les prit tous et que la mort les emporte. Mais le fait que l'auteur décide, en fait, de faire ces tournures passives montre qu'il met en avant l'aspect héroïque des événements, mais aussi qui désire en fait montrer que la gloire, que en fait ces événements sont à la gloire de Dieu, qui que ce soit qui ait en fait agi pour tuer ces personnes. Donc, il représente en fait d'une certaine manière André comme un personnage héroïque, un Haleth, un Kempa, un champion, mais il en fait aussi un conduit passif de la volonté divine. Voilà. La deuxième scène qu'on a, c'est tiré du poème en ancien anglais Judith, qui reprend l'histoire de la Judith de l'Ancien Testament et qui raconte comment elle était Holofernès, le général assyrien. Cette Judith est dans ce poème transformée en chrétienne. C'est elle prie à la Trinité, parce que bon, il faut quand même pas. Donc c'est Ancien Testament, mais elle prie quand même à la Trinité. Donc
donc elle est presque représentée comme une sainte, en fait, chrétienne. Durant cette scène de décapitation, Judith, tout comme André, prie Dieu de lui apporter la victoire. Elle se trouve devant un Holoferne qui est arrivé dans sa chambre totalement saoul, avec l'intention en fait de la violer, et qui s'est assoupi pour cuver son vin. Il a vraiment beaucoup trop bu dans le mead hall. Elle prend ensuite une épée, et après avoir prié, elle coupe la tête du général assyrien en 2 coups. Ouais, parce que c'est difficile. C'est difficile de tuer la tête de quelqu'un, de détecter quelqu'un, je pense. Les actions de Judith sont, à l'instar d'André, présentées comme héroïques. Je cite, « Judith avait alors remporté un grand succès, Foremarne Blad, une grande gloire, en fait, dans la bataille, at Guthe. » Donc, vraiment, l'action est représentée comme une bataille. On est bien d'accord que ce n'est pas vraiment une bataille, hein, mais elle est représentée comme telle, elle est représentée comme un acte héroïque. Donc, elle avait remporté une grande gloire dans cette bataille, tout comme Dieu, le Seigneur des cieux, le lui avait accordé, lui donnant la victoire. Sigores onlea. Donc, il y a des notions de victoire, de gloire, de bataille. Voilà. Ces 2 passages, je pense, sont très similaires, hein, bien que le pouvoir d'action de Judith soit plus important que celui d'André. Donc, quand même, elle lui coupe quand même la tête. André fait ça. Tous les 2 prient, sont aidés de Dieu et ils sont tous les 2 représentés comme des instruments héroïques de la volonté divine. Néanmoins, tandis que pour les critiques, l'invocation de Dieu en prière ne soit pas un obstacle à l'héroïsme d'André, donc on ne dit jamais « Ah, mais il prie Dieu, donc ce n'est pas vraiment lui qui a fait ça, donc ce n'est pas vraiment un héros ». Hein? Le fait que Judith prie Dieu est répété par nombre de chercheurs qui voient en cette action de foi une diminution, une féminisation de l'héroïsme de Judith. Donc, elle a besoin de Dieu pour le faire, ce qui est assez logique quand même. Elle a besoin de Dieu pour le faire et donc, ce n'est pas un vrai héros. Nous avons des représentations, en fait, certains critiques lui refusent le titre d'héroïne et minimisent son exploit. Donc. Hugh McGuinness, par exemple, est de cet avis. Hein. Il dit qu'elle fait une forme très, très féminine d'héroïsme qu'il ne considère pas vraiment comme un vrai héroïsme. Pour lui, il nous dit un héros masculin comme Beowulf aurait réussi du premier coup à lui couper la tête. Et que de toute façon, en fait, même si et ça lui avait pris plus de temps, il n'aurait jamais été mis à l'épreuve contre un homme saoul et endormi. Ceci est bien entendu assez ridicule si on compare Judith avec André, que l'on ne voit même pas brandir l'épée pour gagner la gloire, ou même avec Beowulf, la seule fois qu'il décapite vraiment quelqu'un, c'est Grendel qui est déjà mort depuis quelques jours, hein, qui commençait un peu à puer. Voilà. Donc pour moi, les critiques sont biaisées par rapport au sexe du héros qu'ils étudient. La prière peut n'être pour un héros chrétien germanique que la simple expression de la foi, mais quand on parle de femmes héros, on remarque tout de suite cette passivité comme une faiblesse, d'une faiblesse par rapport à l'héroïsme. Je crois donc que les chercheurs se fourvoient en faisant ici 2 poids 2 mesures. Par contre, je pense que les poètes anglo-saxons développent une forme d'héroïsme queer, qui représente en fait un héroïsme chrétien, un héroïsme imprégné comme il est, j'argumente en fait des qualités positives qui sont traditionnellement associées dans les textes héroïques germaniques à des comportements féminins et masculins. Donc pour moi, en fait, Judith ou Andreas, Saint-André, sont représentés, je vais le montrer en fait, par une accumulation d'associations avec des images ou des rôles traditionnels héroïques féminins ou masculins. Et en fait, que tout ça fait qu'ils transcendent, ils sont représentés comme queer et ils font des performances masculines et féminines pour transcender en fait le commun des mortels. Donc de nouveau, le queer est utilisé pour représenter quelque chose d'autre, pour représenter la sainteté, pour représenter l'héroïsme. Donc,
c'est ce que je vais montrer maintenant pour finir ma présentation. Donc, Judith est par exemple représentée ou appelée Ides Elenroth, noble femme courageuse. Right? C'est une représentation qui allie la notion de Ides, qui est en fait une conception de la femme germanique comme sage, prophète et conduit du divin. Donc c'est vraiment une association aussi avec la prophétie, avec la parole sage associée à la féminité et avec la noblesse de la femme. Et Elenroth, courageux, en fait, qui est un terme normalement toujours réservé aux guerriers masculins. Donc c'est vraiment, qu'elle soit Ides Elenroth est vraiment une conflation en fait de ces deux représentations. Et peut-être que je ne vais pas forcément en parler, mais quand elle parle, elle revient en fait chez les en Béthulie, elle revient en fait dans sa ville natale et elle délivre un discours fort, convaincant pour encourager les Béthuliens à se battre contre les Assyriens qui maintenant n'ont plus Holoferne. Son héroïsme est traduit en des actions associées aussi bien à la performance masculine que féminine. Son discours emprunte à la vantardise habituelle du guerrier germanique masculin, mais aussi au discours encourageant ses troupes du général héroïque, à la whetting woman, la femme qui traditionnellement aiguise la soif de sang des guerriers avant la bataille, et à la prophétesse germanique dotée de capacités rhétoriques certaines et d'une vision de l'avenir. Donc elle leur dit, si vous vous battez, vous allez gagner, je vous dis. Je suis un peu une prophète. Voilà. Donc, cette représentation particulière du genre de Judith symbolise le changement ontologique de cette femme en une héroïne, en une élue de Dieu. Comme je l'ai dit avant. Et ça, ce n'est pas seulement les femmes comme Judith ou Hélène ou d'autres femmes représentées dans des textes héroïques, mais André aussi agit avec des traits héroïques queer. Il se bat comme un guerrier, Beorn, un champion, Kempa, mais un champion qui est le plus victorieux et cinglant lorsqu'il lutte contre les myrmidons et contre les diables dans sa cellule avec des mots aiguisés et une rhétorique sans faille, qui est normalement l'apanage des femmes héroïques germaniques. Un diable rapporte « Maintenant, vous pouvez entendre Yehirath, le guerrier se battre. » Donc, on entend le guerrier se battre, on ne le voit pas se battre, on l'entend. Le guerrier qui a causé le plus de dommages à cette armée, c'est André qui me coupe dans un duel verbal, on flitteth, avec des mots incroyables devant la multitude d'hommes. Donc c'est dans ces mots, le domaine traditionnel des femmes et dans les textes héroïques, que André fait le plus de dommages. Mast hearma. Et de la même manière que Judith peut être Ides et Elenroth, André est Yemindich, Mod Yethuldich, Beorn Beadue Heard. Donc attentif, un homme de patience mentale, un guerrier dur dans la bataille. Donc des attributs féminins de patience mentale, d'attention liés avec le côté féminin et puis le côté masculin du dur guerrier. Ainsi, l'élection héroïco-religieuse du héros comme André ou Judith transcende le genre. Ces personnages deviennent queer et de par ceci symbolisent plus que leur corps humain. Ils, elles, deviennent surhumains, des figures héroïques positives qui réécrivent et renouvellent l'héroïsme anglo-saxon, le rendant queer, et ce non comme dans les sources en ancien norrois pour une certaine durée limitée dans le temps et dans l'histoire, mais pour la postérité, pour nous, pour que je puisse en discuter avec vous. Merci.